La douce neige de décembre tombait devant la fenêtre du salon d'Éléonore Moreau, alors qu'elle polissait méticuleusement les assiettes de Noël en porcelaine que son mari Henri lui avait offertes pour leur 30e anniversaire. Chaque plat délicat en porcelaine présentait du houx et des pommes de pin peints à la main sur les bords, avec une subtile bordure dorée qui captait la lumière de son modeste lustre pendant qu'elle travaillait. Elle fredonnait « Douce nuit » à voix basse, une mélodie qui avait été la première danse de leur réception de mariage il y a 50 ans. « 10 ans, murmura-t-elle dans la pièce vide. 10 ans que nous avons eu ces assiettes ensemble. Henri, cela fait maintenant 3 ans sans toi. À 67 ans, Éléonore s'était habituée à parler à son défunt mari comme s'il était toujours assis dans son fauteuil préféré près de la cheminée. Les médecins appelaient cela une partie normale du deuil, mais pour Éléonore, cela semblait la chose la plus naturelle du monde. Henri était peut-être parti, mais leur conversation ne s'était jamais vraiment terminée. Elle remit la dernière assiette dans sa housse de protection et replaça le service dans le vaisselier qui dominait le mur de sa salle à manger. Le vaisselier était rempli de souvenirs. Des verres en cristal de leur 25e anniversaire, des chandeliers en argent qui avaient appartenu à la mère d'Henri et, bien sûr, les assiettes de Noël. Éléonore passa son doigt le long du bois poli du meuble, se souvenant comment Henri l'avait construit pour elle durant leur première année dans cette maison en 1980. « Tu as toujours dit que j'avais besoin d'un endroit convenable pour exposer les belles choses, » dit-elle en souriant à la photo encadrée d'Henri qui trônait sur le vaisselier. La photo le montrait à la remise des diplômes de leur fils Julien, rayonnant de fierté, le bras autour d'Éléonore et de leur unique enfant. Le carillon de la sonnette interrompit sa rêverie, faisant battre le cœur d'Éléonore d'un rythme d'espoir palpitant. À son âge, après 3 ans de veuvage, chaque sonnerie inattendue recelait la promesse d'une compagnie. Même si ce n'était que le livreur avec sa sélection mensuelle du club de lecture. Éléonore lissa son gilet et vérifia son reflet dans le miroir du couloir. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en un carré qu'elle portait depuis 20 ans. Et bien que son visage montrât la douce cartographie du temps, ses yeux bleus pétillaient encore de la curiosité qu'Henri avait toujours dit être sa caractéristique la plus enchanteresse. « J'arrive !» appela-t-elle, se dépêchant autant que ses genoux arthritiques le lui permettaient. Quand elle ouvrit la porte, un sourire sincère illumina son visage. « Julien, quelle belle surprise !» Son fils se tenait sur le porche, grand et large d'épaules comme son père l'avait été, bien que son visage portât les traits plus doux d'Éléonore. À 38 ans, Julien Moreau était le portrait craché d'Henri à cet âge, jusqu'à la façon dont il portait ses épaules légèrement en avant quand il était stressé par le travail. Aujourd'hui, ses épaules étaient définitivement voûtées. « Salut, maman !» dit-il en se penchant pour lui donner un baiser formel sur la joue. « Désolé de ne pas avoir appelé avant. »« Ne dis pas de bêtises. Tu n'as jamais besoin d'appeler avant de rendre visite à ta mère. » Éléonore s'écarta pour le laisser entrer, remarquant comment ses yeux se reportaient sur la BMW élégante garée dans son allée. « Mélanie est avec toi ?»« Elle est au téléphone, » répondit Julien en jetant un coup d'œil à sa montre. « Client important, elle arrive tout de suite. » Éléonore hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Sa relation avec sa belle-fille avait toujours été polie, mais distante. Mélanie Klein était entrée dans la vie de Julien il y a 6 ans, un tourbillon d'ambition et de sophistication qui avait conquis son fils. Ils s'étaient mariés après seulement 8 mois de relation. Un calendrier qui avait inquiété Éléonore et Henri, bien qu'ils aient laissé garder leurs réserves pour eux. « Je viens de faire une cafetière de café frais, » dit Éléonore en menant Julien dans la cuisine. « Et je crois qu'il reste quelques-uns de ces sablés à l'avoine que tu aimes dans la boîte. » Julien la suivit,
ses pas plus lourds que d'habitude sur le parquet. Ça me ferait plaisir, maman. Merci. Pendant qu'Éléonore versait le café, elle étudiait son fils du coin de l'œil. Julien avait été un enfant sérieux qui était devenu un homme sérieux. Mais aujourd'hui, il semblait particulièrement tendu. Ses yeux ne cessaient de se poser sur son téléphone, qu'il avait placé face vers le haut sur l'îlot de la cuisine. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda-t-elle en posant une tasse fumante devant lui. « Tu as l'air soucieux ?» Julien prit une longue gorgée avant de répondre. « Tout va bien, juste occupé au travail, les rapports de fin d'année, les réunions avec les clients, le chaos habituel de décembre. » Éléonore hocha la tête, sachant qu'il y avait plus que ça. Julien avait toujours été un piètre menteur, un autre trait qu'il avait hérité d'Henri. Elle décida de ne pas insister et plaça plutôt la boîte de sablés à sa portée. « Et comment ça se passe dans la nouvelle maison? Avez-vous terminé les rénovations de la salle de bain principale? »« Presque, » dit Julien, se redressant légèrement. « Le marbre italien a été retardé, mais il devrait arriver la semaine prochaine. Mélanie a été incroyable pour tout coordonner, même avec son emploi du temps au cabinet. » Éléonore sourit, sincèrement heureuse de voir une partie de la tension quitter le visage de son fils. Elle est certainement efficace. J'ai toujours admiré cela chez elle. La vérité était plus compliquée. Si Éléonore admirait la détermination et les compétences organisationnelles de Mélanie, elle avait souvent souhaité que ses talents s'accompagnent d'un peu plus de chaleur. Depuis le décès d'Henri, les visites de Julien et Mélanie étaient devenues de plus en plus rares et brèves. Le Noël dernier, il ne s'était arrêté que 45 minutes avant de se précipiter à une fête chez le patron de Mélanie. La porte d'entrée s'ouvrit sans qu'on frappe et la voix de Mélanie résonna dans la maison. « Je leur ai dit que nous aurions la proposition pour lundi, mais ils insistent pour vendredi. C'est complètement déraisonnable compte tenu des fêtes. Mais que voulez-vous faire quand c'est votre plus gros client? » Mélanie apparut dans l'embrasure de la cuisine, son tailleur pantalon gris anthracite impeccable malgré la légère neige qui tombait dehors. À 35 ans, elle était d'une beauté saisissante, avec des traits fins, un maquillage expertement appliqué et des cheveux sombres coupés dans un carré coûteux qui, d'une manière ou d'une autre, faisait paraître daté le style similaire d'Éléonore. « Bonjour, Éléonore, » dit Mélanie en levant enfin les yeux de son téléphone. « Désolée pour cette crise au travail. » « Pas besoin de t'excuser, ma chérie. Je comprends à quel point ton travail peut être exigeant. » Éléonore se déplaça pour verser une autre tasse de café. « En veux-tu? »« Oh que oui, un double expresso si vous avez. » Mélanie se glissa sur le tabouret à côté de Julien, posant enfin son téléphone, bien qu'Éléonore remarquât qu'elle le positionnait de manière à pouvoir voir les notifications entrantes. « Alors ?» dit Éléonore, essayant de garder un ton léger. « C'est une agréable surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir avant le dîner du réveillon de Noël. » Julien et Mélanie échangèrent un regard rapide qui fit naître une inquiétude dans la poitrine d'Éléonore. « En fait, maman, c'est un peu pour ça que nous sommes là, » commença Julien, tripotant sa tasse de café comme il le faisait depuis l'enfance quand il avait quelque chose de difficile à dire. « Nous avons eu un changement de programme, » intervint Mélanie, son ton vif et pratique. « Les rénovations de notre maison prennent plus de temps que prévu et l'appartement de mes parents est tout simplement trop petit pour recevoir. » Éléonore cligna des yeux, essayant de suivre la conversation. « Recevoir pour notre fête du réveillon de Noël ?» expliqua Mélanie, comme si c'était évident. « Nous recevons 32 personnes cette année, des collègues et des partenaires commerciaux. C'est crucial pour les perspectives de promotion de Julien. »« Oh !» dit Éléonore, un sentiment de malaise l'envahissant. « Alors, vous ne viendrez pas dîner ici ?» Un autre regard entre le couple. Cette fois, Julien prit la parole. « En fait, maman, nous espérions organiser la fête ici.
Ta maison est parfaite. Beaucoup d'espace. Un grand espace de réception dans cette grande cuisine. La main d'Éléonore se figea à mi-chemin de sa tasse de café. Ici? Vous voulez organiser votre fête d'entreprise ici? Ce serait d'une grande aide, dit Mélanie, sa voix prenant le ton enjôleur qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Votre maison est toujours si pittoresque et festive. Tout le monde au cabinet a été stressé par la fusion Anderson et un réveillon de Noël chaleureux est exactement ce dont ils ont besoin. Mais je n'ai pas organisé de fête depuis la mort de ton père, dit doucement Éléonore à Julien. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'aurais à t'inquiéter de rien, l'assura Mélanie, bien que ses yeux fussent déjà retournés sur l'écran de son téléphone. Nous nous occuperions de toute la planification. Nous avons juste besoin de l'espace. Et peut-être de ton aide pour la nourriture. La nourriture? Répéta Éléonore, sa voix faible. Maman est une cuisinière incroyable, dit Julien à Mélanie, comme si Éléonore n'était pas assise juste là. Tu te souviens de ce rôti de bœuf qu'elle a fait à Pâques dernier? C'était délicieux. Mélanie acquiesça, levant les yeux avec un sourire étudié. Et tu dis toujours que cuisiner pour une foule te manque, Éléonore. Maintenant, tu aurais 32 invités reconnaissants. Éléonore sentit une vague de panique. 32 personnes, c'est beaucoup, et les plats du réveillon de Noël peuvent être compliqués. Nous paierions tous les ingrédients, bien sûr, l'interrompit Julien. Et je pourrais venir aider ce matin-là. Nous avons déjà préparé un menu? Ajouta Mélanie, sortant plusieurs pages imprimées de son sac à main de créateur. Rien de trop complexe. Des plats de Noël traditionnels avec quelques touches modernes pour impressionner les associés. Éléonore accepta les papiers avec des mains tremblantes et parcourut la liste. Filet de bœuf en croûte, carré d'agneau, 12 amuse-bouches différents, 8 accompagnements et 5 desserts, dont un croque-en-bouche qu'Éléonore n'avait jamais tenté de sa vie. Cela prendrait des jours à préparer, murmura-t-elle. C'est pourquoi nous le demandons maintenant, pour vous donner largement le temps, dit Mélanie, son ton suggérant qu'elle était incroyablement raisonnable. La fête commence à 19h le 24, donc tout devrait être prêt à ce moment-là. Éléonore regarda son fils, espérant y voir une reconnaissance de l'énormité de cette demande. Mais Julien fixait sa tasse de café, évitant son regard. « Je ne sais pas, » dit Éléonore, essayant de rassembler son courage. « Cela semble beaucoup pour une personne de mon âge à gérer seule. »« Tu ne serais pas seule, » dit rapidement Julien. « Je t'ai dit que je viendrais aider ce matin-là. »« Pendant quelques heures, » souligna Éléonore, « mais ce menu nécessiterait des jours de préparation. »« Maman ?» Julien la regarda enfin dans les yeux, et Éléonore vit un éclair du petit garçon qui suppliait pour un sablé supplémentaire avant de se coucher. Cette fête pourrait tout signifier pour ma carrière. Les associés principaux seront tous là, et si je les impressionne, ce poste d'associé est quasiment à moi. Éléonore sentit sa résistance s'effondrer. Depuis la mort d'Henri, soutenir Julien était devenu son objectif principal. Comment pouvait-elle refuser d'aider son unique enfant à avancer dans sa carrière? « Laissez-moi y réfléchir, » dit-elle faiblement. « Nous devons vraiment confirmer aujourd'hui, » insista Mélanie. « Je dois envoyer les invitations demain. » Éléonore baissa les yeux sur le menu, puis sur l'expression pleine d'espoir de son fils. La voix d'Henri sembla lui murmurer à l'oreille. « Notre garçon a besoin de toi, Élie. Tu as toujours été son plus grand soutien. »« D'accord, » dit-elle finalement. « Je le ferai. » Le soulagement sur le visage de Julien fut immédiat. « Merci, maman. Tu es la meilleure. » Le sourire de Mélanie n'atteignit pas tout à fait ses yeux alors qu'elle vérifiait sa montre. « Merveilleux. Maintenant, nous devrions y aller. »
J'ai une conférence téléphonique dans 40 minutes. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, Éléonore sentit un étrange vide dans sa poitrine. Julien la serra brièvement dans ses bras à la porte, lui murmurant un autre merci, tandis que Mélanie était déjà à mi-chemin de la voiture, le téléphone de nouveau collé à l'oreille. Éléonore resta sur le seuil, bien après que la BMW eut disparu au bout de la rue, la neige s'accumulant sur ses épaules alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, le froid la fit rentrer. Dans le silence de son salon, elle prit la photo encadrée d'Henri de leur dernier Noël ensemble. Ses yeux bienveillants semblaient lui poser une question. « Je sais ce que tu penses, » dit-elle à la photographie. « Tu te demandes si je les laisse profiter de moi. Mais c'est notre fils, Henri. Que pouvais-je faire d'autre ?» Le silence qui lui répondit sembla plus lourd que d'habitude. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de listes de courses, de recherches de recettes et de douleurs articulaires de plus en plus vives, alors qu'Éléonore se préparait pour le festin du réveillon de Noël. Julien avait déposé une enveloppe d'argent liquide pour les ingrédients, mais le montant couvrait à peine la moitié de ce que le menu détaillé exigeait. Sans se plaindre, Éléonore puisa dans ses modestes économies pour combler la différence. Comme promis, Julien passait de temps en temps pour voir ses progrès. Mais ses visites étaient brèves et distraites. Chaque fois, il jetait un coup d'œil à ce sur quoi elle travaillait, offrait un mot d'encouragement rapide, puis repartait avec une excuse concernant le travail ou l'aide qu'il devait apporter à Mélanie pour un autre aspect de la planification de la fête. 5 jours avant Noël, Éléonore avait les mains dans la pâte à tarte lorsque son téléphone sonna. Elle s'essuya les mains sur son tablier et répondit pour trouver Mélanie au bout du fil. « Éléonore, je dois apporter une modification au menu, » dit Mélanie sans préambule. « 3 de nos invités ont la maladie cœliaque. Nous aurons donc besoin d'options sans gluten pour tout. » Éléonore sentit son calendrier soigneusement construit s'effondrer. « Sans gluten ? Mais j'ai déjà acheté la plupart des ingrédients. »« Je suis sûre que tu peux t'adapter, » l'interrompit Mélanie. « Il y a des milliers de recettes en ligne. Il suffit de chercher sur Google. »« Mélanie, je ne suis pas sûre de savoir comment faire une pâte sans gluten pour le bœuf en croûte. »« Je compte sur vous pour trouver une solution, Éléonore. » La voix de Mélanie prit un ton plus tranchant. Cette fête est cruciale pour la carrière de Julien. Vous ne voudriez pas qu'il rate une promotion à cause de restrictions alimentaires, n'est-ce pas? L'accusation implicite flottait dans l'air entre elles. Éléonore ferma les yeux, comptant silencieusement jusqu'à 10, comme Henri le lui avait appris à faire face aux personnes difficiles. « Je ferai de mon mieux, » dit-elle finalement. « Parfait. Oh, et n'oubliez pas de décorer la maison. Je veux que tout ait l'air festif, mais élégant. Pas de Père Noël gonflable de mauvais goût ou quoi que ce soit de ce genre. » Après avoir raccroché, Éléonore s'affaissa sur un tabouret de cuisine, soudainement submergée par l'ampleur de ce qu'elle avait accepté de faire. Ses mains, déjà gercées par les lavages constants et la préparation des aliments, tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait ses lunettes de lecture pour rechercher des recettes de pâtisserie sans gluten. La sonnette retentit juste au moment où elle avait trouvé une recette prometteuse de pâtes sans gluten. En soupirant, elle se dirigea vers la porte d'entrée, espérant que ce n'était pas une autre complication de Mélanie. Au lieu de cela, elle trouva Marguerite Olivier sur son porche, tenant une plante de poinsettia et arborant le sourire éclatant qui avait été une constante dans la vie d'Éléonore depuis plus de 40 ans. « Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des jours, » annonça Marguerite en entrant sans attendre d'invitation. « Je commençais à penser que tu t'étais enfuie avec ce beau veuf du club de lecture de la bibliothèque. » Malgré son épuisement, Éléonore rit. « Georges ? Il est assez gentil, mais j'ai renoncé aux hommes qui parlent de leur handicap de golf dans les 5 minutes qui suivent leur rencontre. »
Marguerite, une fringante septuagénaire avec une couronne de boucles blanches et un penchant pour les foulards colorés, suivit Éléonore dans la cuisine et s'arrêta net à la vue du chaos. « Mon Dieu, Éléonore, que s'est-il passé ici? Tu cuisines pour tout le village ?» Éléonore fit un geste impuissant vers l'étalage d'ingrédients, de bols et de recettes imprimées couvrant chaque surface disponible. Julien et Mélanie organisent leur fête d'entreprise du réveillon de Noël ici. 32 invités. C'est moi qui cuisine. Le visage expressif de Marguerite s'assombrit. Ils font quoi, s'il te plaît? Dis-moi qu'ils te paient. C'est la famille, Marguerite. Je n'ai pas besoin d'être payée. La famille ne devrait pas t'exploiter, dit Marguerite sans détour, posant le poinsettia et examinant le menu que Mélanie avait fourni. Mon Dieu, Éléonore, cela mettrait au défi une équipe de traiteurs professionnels, sans parler d'une femme de 67 ans souffrant d'arthrite. Je peux gérer, dit Éléonore, bien que sa voix manquât de conviction. Marguerite la fixa d'un regard pénétrant. Vraiment? Tu as déjà l'air épuisée, et la fête est encore dans plusieurs jours. Éléonore soupira, s'autorisant enfin à exprimer les doutes qu'elle avait réprimés. Je le fais pour Julien. Cette fête pourrait aider sa carrière. Et que fait Julien pour toi? Demanda Marguerite d'un ton pointu. Quand est-ce que la dernière fois qu'il est passé juste pour passer du temps avec sa mère, pas pour déposer de l'argent pour les courses ou vérifier les préparatifs de la fête? La question fit mal, car Éléonore connaissait la réponse. Depuis la mort d'Henri, les visites de Julien étaient devenues de plus en plus fonctionnelles plutôt que sociales. Les appels téléphoniques qui duraient autrefois 1 heure s'étaient réduits à des vérifications de 5 minutes, généralement pendant qu'il se rendait au travail ou en revenait. « Il est occupé », dit Éléonore sur la défensive. « Son travail est exigeant. Et Mélanie ?» « Mélanie le mène par le bout du nez, » termina Marguerite, tout comme elle essaie de le faire avec toi. « Ce n'est pas juste, Marguerite. Elle est ambitieuse, c'est tout. » L'ambition, c'est bien. Utiliser sa belle-mère veuve comme personnel de cuisine non rémunéré, ça ne l'est pas. L'expression de Marguerite s'adoucit alors qu'elle prit la main d'Éléonore. Que dirait Henri s'il te voyait épuisé comme ça? Les yeux d'Éléonore se portèrent sur la carte de Noël affichée sur le réfrigérateur. La dernière qu'Henri lui avait donnée avant sa crise cardiaque. Elle avait mémorisé le message à l'intérieur. « Ma très chère Éléonore, depuis 40 ans, tu es le cœur de notre famille. Mais n'oublie pas que les cœurs ont aussi besoin de soins. Ne laisse jamais personne profiter de ta gentillesse. Je t'aime pour toujours, Henri. » Il me dirait que je suis trop bonne, admit doucement Éléonore. Mais il comprendrait aussi pourquoi je le fais. Julien est tout ce qui me reste de lui. Marguerite serra sa main. Henri voudrait que tu aides Julien, oui, mais pas au détriment de ton propre bien-être. Et il ne voudrait certainement pas que tu laisses cette belle fille te traiter comme une employée. Éléonore sentit les larmes monter et les chassa en clignant des yeux. Que me suggères-tu de faire? Annuler à seulement 5 jours de préavis? Je ne te dis pas quoi faire, dit Marguerite en sortant une brochure de son sac à main. Je te suggère simplement de connaître tes options. Éléonore prit le papier glacé, reconnaissant les palmiers et les plages de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que c'est? La multipropriété de ma sœur Béatrice à Nice. Je prends l'avion le 23 pour passer Noël avec sa famille. Il y a une chambre d'amis avec ton nom dessus, si tu la veux. La Côte d'Azur pour Noël? Éléonore secoua la tête. Je ne pourrai jamais. Pourquoi pas? 25 degrés, des plages de sable blanc et la fameuse tarte au citron de Béatrice pour le dessert. Ça a l'air bien mieux que de s'échiner devant une cuisinière chaude pour des gens qui ne l'apprécieront pas. Julien serait anéanti si je partais.
Peut-être qu'il a besoin d'être un peu anéanti pour apprécier ce qu'il a en toi. Marguerite se leva, ajustant son foulard coloré. L'offre est valable jusqu'au 23. Pense-y. Après le départ de Marguerite, Éléonore retourna à sa pâte à tarte, l'esprit troublé. La brochure de Nice reposait sur le comptoir, ses images ensoleillées contrastant vivement avec la neige qui tombait régulièrement devant la fenêtre de sa cuisine. « Qu'en penses-tu, Henri ?» demanda-t-elle à la pièce vide. « Est-ce que Marguerite a raison? Est-ce que je les laisse profiter de moi ?» Comme toujours, aucune réponse ne vint. Mais Éléonore se surprit à se demander pour la première fois à quoi pourrait ressembler Noël quelque part au chaud, quelque part sans attente, quelque part où elle pourrait simplement être une invitée plutôt que l'hôte. Le 22 décembre arriva avec une nouvelle tempête de neige et une complication encore plus fraîche. Éléonore inventoriait ses plats de service lorsque son téléphone sonna avec la sonnerie distinctive de Mélanie. « Éléonore, nous avons un autre problème alimentaire », annonça Mélanie sans salutation. « 2 invités ont de graves allergies aux fruits à coque. Nous aurons besoin de versions de chaque plat totalement exemptes de fruits à coque. » Éléonore ferma les yeux, faisant appel à sa patience. « Mélanie, j'ai déjà dû tout adapter pour des options sans gluten. Maintenant, je vais devoir tout recommencer pour des versions sans fruits à coque. »« Pas tout recommencer, » corrigea Mélanie avec impatience. « Juste faire des versions supplémentaires. Les plats normaux, les options sans gluten, et maintenant des alternatives sans fruits à coque. Ce n'est pas si compliqué. » Ce sont 3 versions d'un menu déjà très complet, souligna Éléonore, sa voix tremblant légèrement. C'est plus de 60 plats différents à préparer en 2 jours. Je suis sûre que vous vous en sortirez. Vous dites toujours combien vous aimez cuisiner, dit Mélanie d'un ton dédaigneux. Oh, et assurez-vous que la maison soit impeccable. La femme de l'associé principal est assez pointilleuse sur la propreté. Après avoir raccroché, Éléonore s'assit à sa table de cuisine, fixant les montagnes d'ingrédients qu'elle avait déjà achetés et préparés. Ses mains, craquelées et douloureuses à force de travail constant, reposaient inutilement sur ses genoux alors qu'elle contemplait la tâche impossible qui l'attendait. La sonnette retentit, la tirant de sa stupeur. C'était encore Marguerite, cette fois portant une petite valise. « Je suis en route pour l'aéroport », annonça-t-elle en entrant. « Dernière chance, Éléonore. Il y a un billet à ton nom si tu le veux. Béatrice a déjà préparé la chambre d'amis. » Éléonore fit un geste impuissant vers sa cuisine. « Je ne peux pas, Marguerite. Regarde tout ça, j'ai promis. » Marguerite examina la scène, puis fixa Éléonore d'un regard sévère qui rappelait leurs jours d'enseignement ensemble 40 ans plus tôt. « De qui as-tu le plus peur de décevoir, Éléonore? Ton fils ou toi-même? Que veux-tu dire? » « Je veux dire que l'Éléonore Moreau que je connais depuis un demi-siècle ne laisserait personne, pas même son fils bien-aimé, la traiter de cette façon. L'Éléonore que je connais s'estime suffisamment pour dire non quand c'est nécessaire. » Éléonore sentit une lueur de quelque chose de longtemps endormi en elle, une dignité tranquille qui s'était progressivement érodée depuis le décès d'Henri. « Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais, » convint Marguerite. « Mais pose-toi cette question. Quelle leçon enseignes-tu à Julien en le laissant, lui et Mélanie, t'utiliser comme ça? Que c'est acceptable de traiter les gens, surtout la famille, comme des moyens pour arriver à ses fins? » La question flotta dans l'air entre elles. Éléonore regarda de nouveau la carte de Noël sur son réfrigérateur. L'écriture d'Henri, un fantôme réconfortant du passé. « Ne laisse jamais personne profiter de ta gentillesse. J'y réfléchirai, » promit-elle. Marguerite hocha la tête, satisfaite pour le moment. « Mon vol part dans 3 heures. Je garderai mon téléphone allumé jusqu'à l'embarquement. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Béatrice peut te réserver une place sur le vol de demain matin. » Après le départ de Marguerite,
Éléonore se déplaça dans sa cuisine comme une femme en transe, continuant machinalement ses préparatifs, tandis que son esprit travaillait sur un tout autre problème. Lorsque la sonnette retentit de nouveau 1 heure plus tard, elle fut surprise de trouver Julien sur son porche, l'air pressé et vérifiant sa montre. « Salut, maman. Désolée de passer à l'improviste, je ne peux pas rester longtemps. » Éléonore s'écarta pour le laisser entrer, remarquant qu'il la regardait à peine alors qu'il se dirigeait directement vers la cuisine. « Waouh, tu as été occupée !» commenta-t-il en examinant les plats partiellement préparés. « Tout est en ordre pour le réveillon ? » « En fait, Julien, je voulais te parler de ça. » Éléonore prit une profonde inspiration, se préparant. « Mélanie a appelé tout à l'heure à propos de nouvelles restrictions alimentaires. Je suis inquiète de devoir gérer toutes ces différentes versions de chaque plat. » Julien fronça les sourcils, vérifiant son téléphone. « Quelles restrictions ? » « 2 invités ont des allergies aux fruits à coque. Cela signifie que je dois faire 3 versions de tout. Normal, sans gluten et sans fruits à coque. Ne peux-tu pas simplement tout faire sans fruits à coque et sans gluten ? Demanda Julien, son attention déjà reportée sur son téléphone. Cela compromettrait les recettes traditionnelles, expliqua patiemment Éléonore. La croûte du bœuf Wellington ne sera pas la même. La farce perdra sa texture. Les desserts ? Maman, l'interrompit Julien, la regardant enfin correctement. Cette fête est vraiment importante pour ma carrière. Les associés principaux ne fréquentent jamais les collaborateurs en dehors du travail. C'est ma chance de leur montrer que j'ai l'étoffe d'un associé. Je comprends ça, Julien. Je ne suis juste pas sûre de pouvoir physiquement gérer tout ça toute seule. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Tu n'as que 67 ans, dit Julien d'un ton dédaigneux. Madame Dubois à l'église a 82 ans, et elle fait encore tous ses biscuits pour la vente de pâtisserie. Éléonore sentit une pointe d'irritation. Madame Dubois fait 6 douzaines de biscuits 1 fois par an. Pas un repas 3 services, avec de multiples variations pour 32 personnes. Julien soupira, passant une main dans ses cheveux, dans un geste si réminiscent d'Henri, que le cœur d'Éléonore se serra. « De quoi as-tu besoin ? Plus d'argent pour les ingrédients ? Devrais-je voir si Mélanie peut venir aider le matin de la fête ?» La suggestion que Mélanie, qu'Éléonore n'avait jamais vu cuisiner quoi que ce soit de plus compliqué que du pop-corn au micro-ondes, puisse aider, était presque risible. « Ce dont j'ai besoin, c'est que tu comprennes ce que tu me demandes, » dit doucement Éléonore. « Il ne s'agit pas seulement de cuisiner, Julien. Il s'agit de respect pour mon temps et mon énergie. » Quelque chose traversa le visage de Julien, un bref moment de reconnaissance, peut-être même de honte, avant que son téléphone ne vibre avec une nouvelle notification, détournant une fois de plus son attention. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, se dirigeant déjà vers la porte. « On en reparlera plus tard. »« D'accord ? Merci pour tout, maman. Tu es la meilleure. » La porte d'entrée se referma derrière lui avant qu'Éléonore ne puisse répondre, la laissant seule avec ses pensées dans une cuisine remplie de nourriture à moitié préparée. Lentement, elle se dirigea vers le vaisselier dans la salle à manger et ouvrit les portes vitrées. Les assiettes de Noël brillaient dans leur housse de protection, attendant leur moment de gloire annuel. Éléonore en sortit une avec précaution, passant son doigt sur le motif de houx peint à la main. « Que ferais-tu, Henri ?» murmura-t-elle. En tenant l'assiette, les souvenirs affluèrent, non pas de dîners élaborés ou de repas parfaitement exécutés, mais de simples réveillons de Noël passés avec Henri et Julien. Tous les 3 dînant sur ces assiettes spéciales, puis assistant à la messe de minuit à l'église. Plus tard, ils faisaient le tour de la ville pour voir les lumières, rentrant à la maison pour un chocolat chaud et un cadeau chacun avant de se coucher. Ces moments, chaleureux, intimes, remplis de connexions authentiques, semblaient à des années-lumière du spectacle performatif que Mélanie orchestrait.
Éléonore remit l'assiette dans sa housse et ferma les portes du vaisselier. Avec une clarté soudaine, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Marguerite, c'est Éléonore. Ce billet est-il toujours disponible ?» Le matin du 23 décembre se leva, clair et froid, avec un soleil qui scintillait sur la neige fraîche tombée pendant la nuit. Éléonore Moreau se tenait dans sa chambre, fixant la petite valise ouverte sur son lit. À 67 ans, elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Jamais défié les attentes. Jamais priorisé ses propres besoins par rapport à ceux des autres. Jamais simplement tourné les talons. « Vais-je vraiment faire ça, Henri ?» murmura-t-elle, tenant sa photographie dans ses mains tremblantes. Le visage souriant de son défunt mari n'offrit aucune réponse verbale, mais Éléonore pouvait presque entendre ce qu'il dirait. Il était temps, Éléonore. Son téléphone sonna avec un SMS entrant de Marguerite, confirmant les détails de son vol. Départ à 10h45 de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. Arrivée à Nice à 12h17. En un peu plus de 6 heures, elle pourrait être sur une plage de la Côte d'Azur, au lieu de s'échiner devant une cuisinière chaude. Éléonore prit une profonde inspiration et continua à faire sa valise. Contrairement à sa planification méticuleuse habituelle pour les voyages, cette fuite précipitée signifiait n'emporter que l'essentiel. Quelques tenues légères, heureusement conservées de leur voyage de retraite en Corse 3 ans plus tôt, des chaussures confortables, des articles de toilette de base, ses médicaments et la dernière carte de Noël d'Henri qu'elle glissa soigneusement entre les couches de vêtements. La sonnette retentit juste au moment où elle fermait la valise. Éléonore se figea, le cœur battant à tout rompre. Julien avait-il senti ses plans, ou pire, était-ce Mélanie qui venait ajouter une autre complication au menu déjà impossible? Elle se glissa jusqu'à la fenêtre avant et regarda dehors. Un soulagement l'envahissant lorsqu'elle vit le camion de Chronopost s'éloigner. Sur le porche se trouvait un petit paquet, probablement les gousses de vanille spéciales qu'elle avait commandées pour le croquembouche qui ne serait jamais fait. En descendant sa valise, Éléonore aperçut sa cuisine. Chaque surface était couverte d'ingrédients partiellement préparés. De légumes hachés, de viande marinée, d'épices mesurées et de recettes imprimées marquées de ses annotations soignées. Des jours de travail et des centaines d'euros, tout attendait l'assemblage final qui n'aurait jamais lieu. Pendant un instant, la culpabilité menaça de submerger sa résolution. Que se passerait-il lorsque 32 invités affamés arriveraient demain soir pour ne trouver aucune nourriture préparée? Qu'est-ce que cela ferait aux perspectives de carrière de Julien? Comment Mélanie gérerait-elle une telle humiliation publique? Éléonore posa sa valise près de la porte d'entrée et retourna dans la cuisine. Elle ne les laisserait pas complètement démunis. Prenant une feuille de papier à lettres fraîches du tiroir, elle commença à écrire. « Chers Julien et Mélanie, au moment où vous lirez ceci, je serai en route pour Nice pour passer Noël avec Marguerite et la famille de sa sœur. Je suis désolée pour tout inconvénient que cela cause. Mais à 67 ans, je constate que je ne suis plus physiquement capable de préparer un repas aussi élaboré pour tant de personnes avec de multiples restrictions alimentaires. J'ai fait autant de préparations que possible. Vous trouverez des plats partiellement terminés dans le réfrigérateur et le congélateur, avec des instructions attachées à chacun. Le garde-manger est entièrement approvisionné de tous les ingrédients nécessaires. Comme alternative, j'ai pris la liberté d'appeler le traiteur Dupont. Sa carte est sur le comptoir. Ils peuvent accepter les commandes de dernière minute pour les fêtes si vous les appelez avant midi aujourd'hui. J'ai prépayé un acompte de 500 € de mes propres économies pour vous réserver une place. Julien, ton père voudrait que je te rappelle que les relations familiales ne devraient jamais être transactionnelles. Ces dernières semaines, je me suis sentie plus comme une employée que comme ta mère.
Je sais que ce n'est pas entièrement de ta faute. Tu as été pris entre les attentes de ta femme et les sentiments de ta mère, mais il est temps que tu décides quel genre de fils tu veux être et quel genre d'homme ton père t'a élevé pour être. Mélanie, j'ai fait de mon mieux pour être la belle-mère que je n'ai jamais eue, solidaire, non intrusive et généreuse de mon temps. Mais le respect doit être mutuel. J'espère qu'un jour, nous pourrons trouver une relation basée sur une connexion authentique, plutôt que sur la commodité. Je serai joignable sur mon portable après 15 heures aujourd'hui, si vous souhaitez parler. Avec tout mon amour, malgré tout, maman Éléonore. Elle relut la lettre 2 fois, s'assurant que le ton était ferme, mais pas méchant. Elle n'avait aucun désir de couper les ponts, seulement de les reconstruire sur des bases plus solides. Éléonore plaça la lettre bien en vue sur l'îlot de la cuisine, lesté par un petit ange en céramique qui avait été un cadeau de Julien quand il avait 12 ans. Puis, avec une profonde inspiration, elle se tourna pour inspecter la cuisine une dernière fois. Les assiettes de Noël attirèrent son regard, brillant derrière les portes vitrées du vaisselier. Sur une impulsion, elle ouvrit le meuble et sortit soigneusement une assiette, l'enveloppant dans un torchon, avant de la placer dans son sac à main. Un petit morceau de chez elle à emporter avec elle, un rappel de Noël passé plus heureux. Le taxi arriva exactement à 8h30. Éléonore ferma sa porte d'entrée à clé, s'attendant à moitié à une intervention de dernière minute de Julien ou à un appel exigeant de Mélanie, mais son téléphone resta silencieux pendant que le chauffeur chargeait sa valise dans le coffre. Alors que le taxi s'éloignait du trottoir, Éléonore résista à l'envie de regarder en arrière la maison qui avait été son foyer pendant 42 ans. Au lieu de cela, elle regarda vers l'avant, vers un Noël qu'elle avait choisi pour elle-même. L'aéroport de Clermont-Ferrand bourdonnait de voyageurs des fêtes, mais Éléonore se déplaçait dans le chaos avec un sentiment croissant de libération. Chaque pas loin de chez elle semblait la débarrasser d'une couche d'obligation, révélant la femme qu'elle avait été avant que le chagrin et la solitude ne la rendent si désespérée de connexion familiale qu'elle en avait accepté les mauvais traitements. Marguerite l'attendait au contrôle de sécurité, ses boucles blanches surmontées d'un chapeau rouge flamboyant orné de fausses baies de houx. « Tu l'as vraiment fait ?» s'exclama-t-elle, serrant Éléonore fermement dans ses bras. « J'étais à moitié convaincue que tu te dégonflerais à la dernière minute. » « J'ai failli, » admit Éléonore, lui rendant son étreinte. « Mais ensuite, je me suis souvenue de quelque chose que Henri disait à propos des limites. »« Homme intelligent, ton Henri. » Marguerite passa son bras sous celui d'Éléonore alors qu'elle se dirigeait vers leur porte d'embarquement. « Il serait fier de toi aujourd'hui. » Le téléphone d'Éléonore vibra dans son sac à main. Elle se tendit en voyant le nom de Julien sur l'écran, mais laissa l'appel aller sur la messagerie vocale. Il sera en colère quand il trouvera la lettre. « Laisse-le être en colère, » dit fermement Marguerite. Une petite colère juste pourrait faire du bien à ce garçon. Le faire réfléchir à la façon dont il a traité sa mère. Elles trouvèrent des sièges à la porte d'embarquement et Éléonore s'autorisa enfin à écouter sa messagerie vocale. La voix de Julien arriva, tendue et confuse. « Maman, où es-tu ? Je suis passée déposer des plats de service que Mélanie voulait utiliser, mais tu n'es pas à la maison. Rappelle-moi dès que tu auras ce message. Nous devons revoir quelques détails de dernière minute pour demain. » Aucune mention de la lettre. Il ne devait pas être entré dans la cuisine. Il ne sait pas encore, dit Éléonore à Marguerite, une nouvelle vague d'anxiété la submergeant. Peut-être que je devrais le rappeler, expliquer avant qu'il ne trouve la lettre ? Marguerite posa une main ferme sur le téléphone d'Éléonore. Et lui donner la chance de te dissuader ? Non, il trouvera la lettre quand il la trouvera. Pour l'instant, il s'agit de toi, de faire quelque chose pour toi-même pour une fois.
L'appel à l'embarquement pour leur vol sauva Éléonore d'avoir à décider. Alors qu'elle rejoignait la file de passagers, elle mit son téléphone en silencieux et le fourra au fond de son sac à main. Quelle que soit la tempête qui se préparait à la maison, elle devrait attendre. À 10 000 mètres au-dessus du cœur de la France, Éléonore regardait par le petit hublot de l'avion le patchwork de champs et de villes en contrebas. Elle n'avait volé qu'une poignée de fois dans sa vie, toujours avec Henri organisant les détails, toujours avec un itinéraire et un but clair. Ce voyage spontané lui semblait à la fois terrifiant et exaltant. « À quoi tu penses ?» dit Marguerite depuis le siège à côté d'elle. « Je pensais juste à Julien quand il était petit garçon, » répondit Éléonore. « Il était toujours si prévenant. Si j'étais fatiguée, il m'apportait une couverture sans qu'on le lui demande. Si j'étais triste, il me faisait des dessins pour me remonter le moral. Les enfants changent en grandissant, c'est naturel. Mais à ce point, Marguerite, parfois, je le reconnais à peine. Après la mort d'Henri, quelque chose a changé. C'est comme s'il était devenu une autre personne. » Marguerite hocha la tête pensivement. Le deuil affecte les gens de manière étrange. Mais je pense aussi que Mélanie y est pour quelque chose. Elle est très autoritaire. Julien a toujours eu une faiblesse pour les personnalités fortes, admit Éléonore. Même au lycée, il sortait avec des filles qui prenaient toutes les décisions. Henri s'en inquiétait. En a-t-il déjà parlé à Julien? Il a essayé, mais Julien disait simplement qu'il aimait être avec quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Éléonore soupira. Je pense qu'Henri craignait que Julien ne finisse avec quelqu'un qui voulait les mauvaises choses. Comme utiliser sa mère veuve comme service de traiteur gratuit? Marguerite haussa un sourcil. Éléonore ne répondit pas, se tournant plutôt vers le hublot. Quelque part en bas se trouvait son fils, découvrant probablement sa lettre, probablement furieux, blessé et confus. La pensée lui serra le cœur de culpabilité. « Tu as fait ce qu'il fallait, Éléonore, » dit doucement Marguerite, semblant lire dans ses pensées. Parfois, les gens ont besoin d'une prise de conscience. J'espère juste que je n'ai pas endommagé notre relation au-delà de toute réparation. Si votre relation peut être irrémédiablement endommagée parce que tu t'es affirmé une fois en 67 ans, alors ce n'était pas une grande relation au départ. L'avion entama sa descente vers Nice et Éléonore sentit un étrange parallèle entre la trajectoire descendante de l'appareil et son propre plongeon en territoire inconnu. Pendant des décennies, elle avait été la personne fiable, la personne accommodante, celle sur qui on pouvait toujours compter pour faire passer les autres en premier. Maintenant, elle avait perturbé ce récit par un acte décisif. Quelle sorte d'Éléonore Moreau émergerait de l'autre côté de ce voyage? La maison de plage de Béatrice Olivier à Nice était tout ce que la maison enneigée d'Éléonore en Auvergne n'était pas. Aérée, moderne, remplie de lumière et à quelques pas de la Méditerranée. Au moment où elle franchit la porte, la tension qu'elle portait sur ses épaules depuis des semaines commença à se dissoudre dans l'air chaud de la Côte d'Azur. « Bienvenue au paradis », l'accueillit Béatrice, tout aussi exubérante que sa sœur Marguerite, mais avec un bronzage plus profond et une collection de bijoux en coquillage qui cliquetaient mélodieusement quand elle bougeait. « Comment te sens-tu en rebelle de 67 ans ?» Éléonore rit malgré elle. « Terrifiée, exaltée. Je ne suis pas encore sûre. » « Eh bien, tu arrives juste à temps pour les margaritas au coucher du soleil sur la terrasse, » annonça Béatrice, prenant la valise d'Éléonore. Le remède parfait contre le blues de l'hiver et les drames familiaux. La terrasse en bord de mer offrait une vue spectaculaire sur la mer, ses eaux devenant dorées sous le soleil de fin d'après-midi. Éléonore s'enfonça dans une chaise confortable, acceptant le verre au bord salé que Béatrice lui offrait. « Je n'ai pas bu de margarita depuis que Henri et moi sommes allés en Grèce pour notre 40e anniversaire, » admit-elle
en prenant une gorgée prudente. Alors, il était grand temps, déclara Béatrice. Aux nouvelles traditions. Alors que les 3 femmes trinquaient, le téléphone d'Éléonore vibra dans sa poche. Elle avait réactivé le son après l'atterrissage, s'attendant à moitié à un barrage d'appels de Julien. Mais son téléphone était resté étonnamment silencieux pendant le trajet depuis l'aéroport. Maintenant, en voyant le nom de son fils sur l'écran, elle hésita. « Tu devrais répondre », conseilla Marguerite. « Mieux vaut affronter la situation maintenant que de la laisser s'envenimer. » Avec une profonde inspiration, Éléonore accepta l'appel. « Allô, Julien ? » ?»« Maman. » Sa voix était tendue d'une émotion contenue. « J'ai trouvé ta lettre. »« Je vois. » Éléonore fit signe à Marguerite et Béatrice qu'elle prendrait l'appel à l'intérieur. Elle franchit les portes coulissantes en verre pour entrer dans le salon climatisé et frais. « Je suppose que tu es contrariée. »« Contrariée, maman ? Tu nous as complètement plantés. 32 personnes viennent demain soir et tu t'es enfuie à Nice. » Éléonore grimaça à son choix de mots. « Je ne me suis pas enfuie, Julien. J'ai fait le choix de me retirer d'une situation impossible. Une situation impossible que tu avais acceptée. »« Oui, c'est vrai, » reconnut Éléonore. « Et c'était mon erreur. J'aurais dû être honnête dès le début sur ce que je pouvais raisonnablement gérer. Mais Julien, toi et Mélanie, n'avaient cessé d'ajouter de plus en plus d'exigences. Sans gluten, sans fruits à coque, des plats de service spécifiques, sans aucune considération pour la quantité de travail que cela impliquait. Nous avons proposé d'aider ? Non, ce n'est pas vrai, interrompit Éléonore, se surprenant par sa fermeté. Vous avez proposé de l'argent pour les ingrédients, qui ne couvraient même pas la moitié des coûts, soit dit en passant. Et tu as dit que tu aiderais le matin de la fête, ce qui aurait été bien trop tard pour la plupart des préparatifs nécessaires. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, sur un ton légèrement moins conflictuel, Julien demanda : « Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Les associés s'attendent à un dîner de réveillon de Noël fait maison ? J'ai laissé le numéro du traiteur Dupont sur le comptoir. J'ai déjà payé un acompte. Si vous les appelez immédiatement, ils peuvent encore vous accommoder. » Un service de traiteur, maman ? Ça va complètement à l'encontre de l'objectif de faire le dîner chez toi. Nous voulions une atmosphère chaleureuse et personnelle. Non, Mélanie voulait utiliser ma maison comme un espace événementiel gratuit et moi comme personnel de cuisine gratuit, corrigea doucement Éléonore. Il y a une différence. Un autre long silence. Quand Julien parla de nouveau, sa voix avait une qualité blessée qui toucha le cœur d'Éléonore. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça juste avant l'événement de réseautage le plus important de ma carrière. Éléonore ferma les yeux, se blindant contre le chantage affectif. Je suis désolée pour le timing, Julien. Vraiment, je le suis. Mais ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait à toi. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi. En laissant une lettre méchante et en t'enfuyant à Nice. La lettre était méchante ? Demanda Éléonore, sincèrement préoccupée. J'ai essayé d'être juste. Julien soupira lourdement. Ce n'était pas agréable à lire. Disons-le comme ça. Parfois, la vérité n'est pas agréable à entendre. Éléonore se dirigea vers la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre les eaux de la mer de nuances d'orange et de rose. Julien, je t'aime. Tu es mon unique enfant, mon lien avec Henri, la personne la plus importante de ma vie. Mais la façon dont toi et Mélanie m'avez traité ces dernières semaines, et en fait ces 3 dernières années depuis la mort de ton père, a été blessante. Maman, ce n'est pas juste. Nous avons été occupés avec nos carrières, la rénovation de la maison,
Trop occupé pour passer plus d'une heure avec moi à Noël l'année dernière? Trop occupé pour appeler sauf quand vous aviez besoin de quelque chose? Trop occupé pour considérer que je pouvais avoir des sentiments et des limites? La voix d'Éléonore se brisa légèrement. Ton père serait si déçu, Julien. L'invocation d'Henri sembla le toucher d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Il y eut une longue pause avant que Julien ne réponde, la voix soumise. Que veux-tu que je fasse, maman? Que j'annule la fête? Que je ruine mes chances de devenir associé? Bien sûr que non. Je veux que tu appelles le traiteur, que tu aies ta fête et que tu avances dans ta carrière. Mais je veux aussi que tu réfléchisses au genre de fils que tu as été et au genre de fils que tu veux être à l'avenir. Une autre pause. Et tu restes vraiment à Nice pour Noël? Oui, je serai de retour le 27. Alors, tu ne vas même pas en parler à Mélanie? Elle est assez contrariée, maman. Éléonore sentit une pointe d'irritation. Mélanie a mon numéro. Elle peut m'appeler elle-même plutôt que de t'envoyer gérer ses émotions. C'est peut-être un peu dur, mais je suis fatiguée de la triangulation, Julien. Si Mélanie a quelque chose à me dire, elle peut me le dire directement. En arrière-plan, Éléonore pouvait entendre la voix d'une femme, probablement Mélanie, demandant le téléphone. Il y eut un échange étouffé, puis le ton sec et professionnel de Mélanie résonna au téléphone. « Éléonore, c'est totalement inacceptable. Avez-vous la moindre idée de l'image que cela nous donne auprès des collègues de Julien? » Éléonore prit une profonde inspiration. « Bonjour, Mélanie. J'imagine que c'est un inconvénient et je m'en excuse. Mais comme je l'ai expliqué à Julien, j'ai fourni une solution avec le service de traiteur. Un service de traiteur n'est pas la même chose qu'un repas fait maison. Le but était de montrer aux associés que nous sommes des gens traditionnels, axés sur la famille, qui valorisent le foyer. Alors peut-être auriez-vous dû valoriser la personne qui créait cette atmosphère de repas fait maison, répondit Éléonore d'un ton égal, plutôt que de me traiter comme une employée qui ne pouvait pas avoir de limites ou de besoins propres. Je n'ai pas le temps pour ça, lança Mélanie. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Le commentaire la blessa, renforçant tous les sentiments négatifs qu'Éléonore nourrissait à l'égard de l'attitude de sa belle-fille envers elle. Je comprends que vous soyez contrariée, Mélanie, mais j'ai pris ma décision et je ne reviendrai pas avant Noël. Le numéro du traiteur est près du téléphone. Je vous suggère de les appeler immédiatement si vous voulez sauver votre événement. Il y eut un clic alors que Mélanie mettait fin à l'appel sans dire au revoir. Éléonore resta immobile près de la fenêtre, le téléphone toujours collé à son oreille, alors que les derniers rayons du soleil couchant s'estompèrent dans le ciel. La porte coulissante s'ouvrit derrière elle et Marguerite entra dans la pièce. « À en juger par ton expression, je suppose que ça ne s'est pas bien passé. » Éléonore s'affaissa sur la chaise la plus proche. « Julien est blessé. Mélanie est furieuse. Et je me sens... Je ne sais pas comment je me sens. Coupable, soulagée, libérée, terrifiée, tout ça à la fois? Suggéra Marguerite en s'asseyant à côté d'elle. Oui, tout ça. Éléonore posa son téléphone sur la table basse, l'écran vers le bas. Ai-je eu tort de les laisser en plan comme ça? Tu ne les as pas laissés en plan. Tu as fourni une alternative parfaitement bonne avec le traiteur. Marguerite prit la main d'Éléonore dans la sienne. Tu as le droit d'avoir des limites, Éléonore. Tu as le droit de dire non, même à ton fils, même à Noël. Éléonore hocha lentement la tête. Je le sais intellectuellement. C'est la partie émotionnelle avec laquelle j'ai du mal. C'est parce que tu as passé ta vie entière à faire passer tout le monde en premier. Ça te semble mal de te prioriser parce que tu ne l'as jamais fait avant. Marguerite serra sa main. Mais laisse-moi te dire, en tant que personne qui pratique l'art délicat de dire non depuis des décennies, ça devient plus facile avec le temps. Béatrice apparut dans l'embrasure de la porte,
une autre tournée de margarita à la main. Le drame familial est terminé pour ce soir? Pour l'instant, confirma Éléonore, acceptant avec gratitude la boisson fraîche. Bien, parce que le réveillon de Noël n'attend personne et nous avons des décorations de plage à installer. Béatrice fit un geste vers une boîte de guirlandes lumineuses et d'ornements de Noël tropicaux. As-tu déjà décoré un palmier, Éléonore? Malgré le tumulte émotionnel de l'appel téléphonique, Éléonore se surprit à sourire. Je ne peux pas dire que oui. Eh bien alors, déclara Béatrice en levant son verre. Aux nouvelles expériences. Alors qu'elle trinquait, Éléonore sentit quelque chose changer en elle, une adhésion timide à ce tournant inattendu dans le voyage de sa vie. Pendant 67 ans, elle s'était définie principalement à travers ses relations avec les autres, fille, épouse, mère, grand-mère en attente. Peut-être n'était-il pas trop tard pour découvrir qui était Éléonore Moreau par elle-même. Le matin du réveillon de Noël à Nice ne ressemblait en rien au jour enneigé de l'Auvergne auquel Éléonore était habituée. Elle se réveilla sous un soleil éclatant, filtrant à travers des rideaux de gaz et au son lointain des vagues se brisant sur le rivage. Pendant un instant, la désorientation la saisit. Où était le poids de la responsabilité qui accompagnait habituellement ces matinées de réveillon? Pas de chapon à arroser, pas de pommes de terre à éplucher, pas de table à dresser avec la belle porcelaine. Au lieu de cela, elle n'avait rien. Rien que du temps qui s'étirait devant elle comme la plage déserte visible de sa fenêtre. Éléonore sortit du lit et se dirigea vers le petit balcon attenant à sa chambre d'amis. La mer Méditerranée s'étendait jusqu'à l'horizon, ses eaux passant du turquoise près du rivage au bleu profond au loin. Quelques promeneurs matinaux se promenaient au bord de l'eau, certains avec des chiens qui batifolèrent devant eux. C'était beau, paisible et totalement étranger à son expérience de la saison des fêtes. On frappa à sa porte, interrompant sa rêverie. « Éléonore, prête pour une promenade sur la plage avant le petit déjeuner ?» appela Marguerite. « Béatrice prépare ses fameuses crêpes au citron, mais elles ne seront pas prêtes avant 1 heure. »« Donne-moi 10 minutes, » répondit Éléonore, se déplaçant déjà pour déballer sa tenue la plus légère. Un pantalon en lin blanc et un chemisier bleu pâle qu'elle avait acheté pour une croisière avec Henri, que sa maladie avait finalement empêché. En s'habillant, Éléonore vérifia son téléphone. Aucun appel manquait de Julien ou Mélanie, bien qu'elle ne s'y attendait pas vraiment après la conversation de la veille. Il y avait cependant un SMS d'une source inattendue, sa voisine Denise, en Auvergne. « Éléonore, est-ce que tout va bien? Julien et Mélanie étaient chez toi jusqu'à très tard hier soir, et il semblait y avoir pas mal d'agitation. Appelle-moi quand tu pourras. » Éléonore soupira. Elle pouvait imaginer la scène. Julien essayant de sauver ce qu'il pouvait des ingrédients partiellement préparés, tandis que Mélanie faisait les 100 pas et passait des appels téléphoniques furieux. Elle envoya une réponse rapide à Denise, l'assurant que tout allait bien et promettant de lui expliquer à son retour. Marguerite attendait dans le couloir, déjà vêtue d'un pantalon de plage fluide et d'un chapeau à large bord. « Prête pour ton premier réveillon de Noël sur la Côte d'Azur? »« Aussi prête que je ne le serai jamais, » répondit Éléonore, glissant son téléphone dans sa poche. « Bien que ça me semble étrange de ne pas être en train de cuisiner en ce moment. C'est toute la beauté de la chose. Béatrice et moi, nous avons nos traditions de réveillon bien rodées. Promenade sur la plage le matin, brunch léger, après-midi au bord de la piscine, dîner tôt au café Bambou, puis la messe de minuit à l'église du Sacré-Cœur. » Marguerite passa son bras sous celui d'Éléonore alors qu'elle descendait. « Tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter et de profiter. »« Je ne suis pas sûre de savoir comment faire ça, » admit Éléonore alors qu'elle posait le pied sur le sable chaud. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas été responsable de l'expérience des fêtes de tout le monde. Alors il est grand temps que tu apprennes. » Marguerite enleva ses sandales, encourageant Éléonore à faire de même.
sans ce sable chaud entre tes orteils un soir de réveillon. Ça ne vaut pas mieux que de rester debout devant une cuisinière chaude toute la journée? Éléonore dut admettre que si. La sensation du sable doux et chaud sous ses pieds était délicieusement agréable, tout comme la douce brise portant l'odeur de l'eau salée plutôt que celle du chapon rôti et de la cannelle. Elles marchèrent en silence pendant un moment, ramassant des coquillages intéressants et regardant les goélands plonger pour leur petit déjeuner au large. Éléonore sentit progressivement le nœud de tension qu'elle portait commencer à se dénouer. « J'ai apporté une de mes assiettes de Noël avec moi ?» confessa-t-elle à Marguerite alors qu'elle rebroussait chemin. « L'ai enveloppée dans un torchon et l'ai mise dans mon sac à main. N'est-ce pas ridicule? » « Pas du tout. C'est un morceau de chez toi, un lien avec Henri. » Marguerite se pencha pour ramasser un dollar des sables parfaits. Les choses qui comptent le plus sont rarement les grands gestes spectaculaires. Ce sont les petites pierres de touche qui portent nos souvenirs et nos valeurs. Éléonore pensa à l'assiette de Noël soigneusement emballée et rangée dans le tiroir de sa chambre d'amis. Henri m'a offert ce service pour notre 30e anniversaire. Il disait que même les repas de tous les jours devaient parfois être spéciaux. Homme intelligent! Il aurait détesté voir ses assiettes utilisées pour l'événement de réseautage professionnel de Mélanie, réalisa Éléonore à voix haute. Il a toujours dit que le réveillon de Noël était réservé à la famille. Pas de téléphone, pas de travail, juste être présents les uns pour les autres. Alors, je dirais que tu as honoré sa mémoire en apportant une assiette ici, où Noël sera une question de connexion authentique, pas de réseautage. Marguerite tendit le dollar des sables à Éléonore. Voici ta première décoration de Noël de la Côte d'Azur. Quand elles retournèrent à la maison de plage, l'arôme de citron et de sirop d'érable flottait dans l'air. Béatrice retournait des crêpes sur une plaque chauffante, portant un tablier qui proclamait « Le Père Noël surfe sur la Côte d'Azur ». « Timing parfait !» lança-t-elle en les voyant entrer. « Prenez des assiettes et servez-vous. Nous avons une journée complète de détente de Noël devant nous. » Assise à la table ensoleillée du petit déjeuner, regardant les goélands planer devant la fenêtre et savourant une nourriture qu'elle n'avait pas eu à préparer elle-même, Éléonore ressentit une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. La culpabilité d'avoir abandonné Julien et Mélanie était toujours là, planant aux confins de sa conscience. Mais elle était progressivement remplacée par autre chose. Une joie timide de se redécouvrir. Son téléphone vibra dans sa poche, un SMS de Julien. « Et appelez le traiteur? Ils peuvent s'occuper du dîner ce soir. On doit parler quand tu rentreras. Joyeux Noël, maman. » Aucune mention d'amour, aucune chaleur, mais au moins un joyeux Noël. Et la reconnaissance qu'il devait en parler. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début. Éléonore envoya une réponse simple. « Merci de comprendre. Joyeux Noël à toi et à Mélanie. Je t'aime, maman. » Elle posa son téléphone et reporta son attention sur le moment présent. De la bonne nourriture, de chers amis et un réveillon de Noël comme elle n'en avait jamais connu auparavant. Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir pour la messe de minuit, Éléonore sortit soigneusement l'assiette de Noël de son emballage de fortune. Elle passa son doigt sur le motif de houx peint à la main, se remémorant tous les réveillons de Noël dont elle avait été témoin. Julien petit garçon, les yeux grands ouverts d'excitation. Henri découpant le chapon avec une précision méticuleuse. La famille réunie autour de la table, partageant des histoires et des rires. Sur une impulsion, Éléonore plaça l'assiette sur le petit bureau de sa chambre d'amis et y disposa sa modeste collection de trésors de la Côte d'Azur, le dollar des sables de leur promenade matinale, un coquillage particulièrement beau que Béatrice lui avait donné,
un brin de verdure locale qui n'était pas du hou, mais avait une allure festive similaire. « Mon hôtel de Noël azuréen », murmura-t-elle pour elle-même, prenant une photo avec son téléphone, non pas pour l'envoyer à qui que ce soit, juste pour la garder pour elle. Un rappel que les traditions pouvaient évoluer, que le bonheur pouvait prendre des formes inattendues, et que parfois, le plus grand cadeau était la permission de recommencer. Alors que les 3 femmes se rendaient à l'église ce soir-là, Éléonore regardait les palmiers illuminés de lumière de Noël, si différents des sapins enneigés de son Auvergne. Différents, mais beaux à leur manière, tout comme ce nouveau chapitre de sa vie pourrait l'être, si elle avait le courage de l'embrasser. La messe de minuit était à la fois familière et étrange, les mêmes chants et lectures des Écritures qu'elle connaissait depuis toujours, mais prononcées dans une église lumineuse et moderne, plutôt que dans sa traditionnelle église en pierre de chez elle. Lorsque la congrégation leva ses bougies pour douce nuit, Éléonore ferma les yeux et s'autorisa à être pleinement présente dans l'instant, laissant aller les regrets du passé et l'anxiété de l'avenir. Pour ce soir au moins, tout était calme, tout était lumineux, et pour la première fois en 3 ans, Éléonore ressentit un véritable sentiment de paix. Le matin de Noël se leva avec une brillance qui surprenait encore Éléonore. Un soleil doré inondait la pièce à travers les fenêtres, au lieu de la lumière grise et tamisée d'un hiver en Auvergne. Pendant un instant, elle resta immobile dans ce lit inconnu, écoutant le rythme lointain des vagues contre le rivage et essayant d'assimiler l'étrange réalité que c'était bien le jour de Noël. Pas de petits-enfants à attendre, bien que Julien et Mélanie fussent mariés depuis 5 ans. Ils restaient concentrés sur leur carrière. Pas de chapon à mettre au four. Pas de cadeaux soigneusement emballés, disposés sous un sapin décoré. Juste le doux bruit de la mer et la légère odeur de café qui montait de la cuisine de Béatrice. Éléonore attrapa son téléphone sur la table de chevet, préparée à la vague habituelle de messages du matin de Noël. Mais il n'y avait qu'une seule notification, un bref SMS de Julien envoyé tard la veille. « Fête s'est bien passée. Traiteur a sauvé la mise. Mélanie toujours contrariée. Joyeux Noël. » La concision la blessa, mais au moins il avait pris contact. Éléonore tapa une réponse. « Heureuse que la fête ait été un succès. J'assiste à une messe sur la plage ce matin avec Marguerite et Béatrice. Différent, mais beau à sa manière. Joyeux Noël, mon chéri. Je t'aime, maman. » Elle hésita, puis ajouta une photo de l'assiette de Noël qu'elle avait arrangée avec ses trésors de la Côte d'Azur. Non pas comme une accusation ou un rappel de ce qu'elle avait laissé derrière elle, mais comme un petit pont, une offrande qui disait « Je suis toujours ta mère. Je porte toujours nos traditions, juste d'une nouvelle manière. » Éléonore posa le téléphone et se prépara pour la journée, choisissant une robe d'été légère qu'Henri avait toujours aimée, jaune pâle, avec de minuscules fleurs blanches qu'elle n'avait pas portées depuis son décès. La femme dans le miroir semblait différente ce matin. Toujours 67 ans, montrant encore chaque année de sa vie dans les rides de son visage, mais il y avait une clarté dans ses yeux qui manquait depuis un certain temps. « Joyeux Noël, Henri », murmura-t-elle à son reflet. « Je crois que je fais enfin ce que tu as toujours voulu que je fasse, prendre soin de mon cœur. » En bas, Béatrice et Marguerite s'activaient déjà dans la cuisine, assemblant un petit déjeuner qui sentait divinement bon. « Joyeux Noël, belle au bois dormant », lança joyeusement Béatrice. « J'espère que tu aimes les œufs brouillés au crabe et à l'avocat, notre tradition de Noël, depuis que nous avons renoncé à la neige il y a 15 ans. »« Ça sent merveilleusement bon, » répondit Éléonore, acceptant la tasse de café que Marguerite lui tendait. « Puis-je aider ?»« Absolument pas, » déclara fermement Marguerite. « Tu es officiellement en vacances de cuisine. Ton seul travail est de te faire plaisir. »
L'idée semblait encore étrangère à Éléonore. Un Noël sans responsabilité, sans l'orchestration minutieuse de la joie de tous les autres. Mais alors qu'elle s'asseyait sur la terrasse surplombant la plage, dégustant le délicieux petit déjeuner de Béatrice et regardant les dauphins jouer au loin, elle se surprit à s'immerger dans le moment avec une facilité inattendue. « La messe de Noël est à 11h, l'informa Béatrice en remplissant la tasse de café d'Éléonore. Très décontractée, la moitié de la congrégation sera en short et en sandales. Ensuite, nous pensions prendre un déjeuner léger et ouvrir nos modestes cadeaux avant le grand événement. Le grand événement ? Questionna Éléonore. Marguerite sourit. Le fameux dîner de Noël de Béatrice au coucher du soleil sur la plage. Elle installe une table directement sur le sable avec de vraies nappes et de la porcelaine, et nous mangeons en regardant le soleil se coucher sur la mer. C'est magique. Ça a l'air charmant, dit Éléonore, bien qu'une pointe de nostalgie lui traversât la poitrine. Malgré tout le stress et l'épuisement de ces dîners de Noël traditionnels, il y avait eu une certaine satisfaction à créer ces expériences pour sa famille. Béatrice sembla lire dans ses pensées. « Nous avons incorporé un peu de l'Auvergne dans le menu cette année, » dit-elle gentiment. Marguerite a mentionné ta fameuse compotée d'érelle et ta farce au marron. Alors j'ai pris la liberté de trouver des recettes. Elles ne seront pas aussi bonnes que les tiennes, bien sûr, mais c'est une petite touche de chez toi. » Des larmes piquèrent les yeux d'Éléonore. « C'est incroyablement attentionné, Béatrice. Merci. » « La famille, ce n'est pas toujours le sang, » dit Béatrice en tapotant la main d'Éléonore. « Parfois, ce sont ceux qui se présentent et te font une place à leur table. » La sagesse de cette déclaration enveloppa Éléonore comme une couverture chaude. Elle avait passé tant d'années à définir la famille de manière étroite, Henri, Julien et maintenant à contre-cœur Mélanie, qu'elle avait oublié comment le cercle pouvait s'élargir pour inclure ceux qui démontraient leur amour par leurs actions plutôt que par leurs obligations. Alors qu'elle débarrassait les assiettes du petit déjeuner, le téléphone d'Éléonore sonna avec un message entrant. S'attendant à une autre mise à jour laconique de Julien, elle fut surprise de voir qu'il venait de sa voisine Denise. « Joyeux Noël de l'Auvergne enneigée. Je voulais juste que tu saches qu'il y a eu pas mal d'agitation chez toi. Un camion de traiteur hier soir, et ce matin, Julien était là seul pendant environ 1 heure. Tout va bien ?» Éléonore fronça les sourcils, perplexe face à la visite en solo de Julien chez elle le matin de Noël. Elle répondit à Denise en la remerciant de garder un œil sur les choses, puis envoya un SMS prudent à Julien. « Denise a mentionné que tu es passé à la maison ce matin. Est-ce que tout va bien ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Tout va bien. Juste venu chercher quelque chose. On expliquera plus tard. » Cryptique, mais au moins pas en colère. Éléonore rangea son téléphone, déterminée à ne pas laisser les soucis de l'Auvergne éclipser son Noël azuréen. Quoi que Julien fasse, cela attendrait son retour. Le service religieux sur la plage était différent de tout ce qu'Éléonore avait jamais connu. Tenu dans un pavillon en plein air avec la Méditerranée en toile de fond, il mettait en vedette un petit groupe jouant des chants de Noël avec une touche nettement caribéenne. Le pasteur, en tenue festive mais décontractée, et une congrégation allant des couples âgés en lin, pressés aux familles avec de jeunes enfants en maillot de bain et paréo. Le premier Noël n'était pas dans une cathédrale, leur rappela le jeune pasteur pendant son bref sermon. C'était dans un humble abri sous les étoiles, avec les témoins les plus improbables, des bergers, des animaux, des voyageurs loin de chez eux. Peut-être que la meilleure façon d'honorer ce premier Noël est de trouver le sacré dans des endroits inattendus, de reconnaître le divin dans l'inconnu. Éléonore sentit les mots résonner profondément en elle. Elle avait toujours associé Noël à des traditions, des décors et des rituels très spécifiques. L'idée que le sacré pouvait se trouver aussi facilement sur une plage de la Côte d'Azur que dans son salon en Auvergne était à la fois stimulante et libératrice.
Après le service, alors qu'elle se promenait le long du rivage, Éléonore aperçut un couple âgé marchant main dans la main près du bord de l'eau, tous deux aux cheveux blancs, se déplaçant lentement mais avec une joie évidente l'un pour l'autre. Ils s'arrêtaient de temps en temps pour examiner des coquillages ou simplement contempler l'horizon ensemble. « Ça aurait pu être Henri et moi », dit-elle doucement à Marguerite. Nous parlions toujours de prendre notre retraite quelque part au chaud, de passer nos années dorées à ramasser des coquillages au lieu de pelleter la neige. Pourquoi ça ne pourrait pas encore être toi, Éléonore ? Demanda gentiment Marguerite. Pas avec Henri, bien sûr, mais la plage, les coquillages, la liberté des hivers de l'Auvergne, ça pourrait encore être ton avenir. Éléonore regarda le couple âgé disparaître le long de la plage, toujours main dans la main. Je n'ai jamais pensé à quitter notre maison. C'est là que nous avons élevé Julien, où tous nos souvenirs sont. Les souvenirs voyagent avec toi, observa Marguerite. Et parfois, en créer de nouveaux est le meilleur hommage aux anciens. L'idée s'installa dans l'esprit d'Éléonore, comme une graine plantée en terre fertile, pas encore germée, mais vivante de possibilités. Le déjeuner fut une affaire décontractée de sandwichs et de salades, suivie de l'échange de cadeaux simples. Marguerite et Béatrice avaient judicieusement acheté quelques articles pour Éléonore, un chapeau de plage, une aquarelle d'un artiste local représentant le coucher de soleil sur la mer et un magnifique collier de coquillages. « On ne pouvait pas te laisser sans cadeau à Noël », expliqua Marguerite. Éléonore fut momentanément embarrassée de n'avoir rien à offrir en retour, mais Béatrice balaya ses excuses. « Ta compagnie est le cadeau. De plus, il y a toujours l'année prochaine. » La référence désinvolte à l'année prochaine prit Éléonore par surprise. Y aurait-il une année prochaine sur la Côte d'Azur ? La pensée était à la fois excitante et troublante. Alors que Béatrice commençait les préparatifs pour leur dîner au coucher du soleil, Éléonore s'éclipsa pour appeler Julien. Il était temps de combler la distance plus directement que par des SMS. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Éléonore laissa un message, gardant son ton chaleureux et ouvert. « Joyeux Noël, Julien. Je voulais juste entendre ta voix aujourd'hui et te dire que je pense à toi. J'espère que la fête a été un succès et que tu passes un Noël paisible. Je t'aime très fort. » Elle était sur le point de raccrocher quand un appel entrant l'interrompit. Julien la rappelait. « Maman, » dit-il, sa voix semblant fatiguée, mais pas en colère. « Joyeux Noël. »« Joyeux Noël, mon chéri. Comment vas-tu ? » Honnêtement, épuisée. La fête s'est bien passée. Le traiteur était en fait incroyable, mais Mélanie a été... Eh bien, c'était tendu. Éléonore sentit une pointe de culpabilité. « Je suis désolée pour les difficultés que j'ai pu causer. » Ce n'était pas mon intention. Il y eut une pause. Puis Julien dit quelque chose qui la surprit complètement. « Je sais, maman, et je te dois des excuses. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as écrit dans ta lettre, et tu avais raison. » Éléonore s'assit sur le bord du lit, abasourdie par ce tournant inattendu. « J'avais raison ? Papa aurait été déçu de la façon dont je t'ai traitée. Je suis déçue de moi-même. » Sa voix se brisa légèrement. « Après sa mort, je ne sais pas. Je me suis plongée dans ma propre vie, ma carrière, et j'ai pris pour acquis que tu serais toujours là quand j'aurais besoin de toi. » « Oh, Julien !» Les larmes montèrent aux yeux d'Éléonore. « Quand j'ai trouvé ta lettre, j'étais en colère au début, mais ensuite je l'ai vraiment lue. J'ai vraiment entendu ce que tu disais, et j'ai réalisé que tu étais discrètement malheureuse depuis longtemps. Et je ne l'avais même pas remarqué. » Éléonore essuya une larme. « Ce n'était pas si terrible, Julien. J'aime être ta mère, et j'ai toujours voulu te soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'on doit me prendre pour acquise ou me traiter comme du personnel de maison. »
Le remords sincère dans sa voix était un baume pour le cœur blessé d'Éléonore. Papa m'aurait rappelé à l'ordre il y a longtemps. Ton père avait toujours le don de nous garder tous honnêtes avec nous-mêmes, convint Éléonore, souriant à travers ses larmes. C'est vrai? Julien prit une profonde inspiration. Alors, je suis allée à la maison ce matin. Oui, Denise l'a mentionné. Que cherchais-tu? Les assiettes de Noël. Je voulais te faire une surprise à ton retour. Je me suis souvenu à quel point elles comptaient pour toi et papa, et j'ai pensé que, je ne sais pas, que peut-être les utiliser correctement serait une petite façon de commencer à arranger les choses. Éléonore jeta un coup d'œil à l'unique assiette de Noël sur son bureau, ornée de ses trésors de la Côte d'Azur. C'est très attentionné, Julien. Mais elle n'était pas dans le vaisselier. J'ai regardé partout. C'est parce que j'en ai apporté une avec moi, admit Éléonore. Juste une, enveloppée dans un torchon. Un petit morceau de chez moi. Julien rit, un son chaleureux et sincère qui lui rappelait tellement Henri. Bien sûr que tu l'as fait. Les grands esprits se rencontrent, je suppose. Il y eut une autre pause, celle-ci plus confortable que la précédente. Alors, comment c'est, Noël sur la Côte d'Azur? Demanda Julien. Bizarre? Différent, corrigea Éléonore, mais beau à sa manière. Nous dînons sur la plage au coucher du soleil ce soir. Ça a l'air incroyable. En fait, bien mieux que le chaos ici. Les parents de Mélanie sont venus après ton départ, et sa mère a passé la journée à laisser entendre que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas l'importance des obligations familiales. Éléonore grimaça. Je suis désolée que tu sois pris au milieu, Julien. Ne le sois pas. Ce n'est pas ta faute. Sa voix prit un ton plus sérieux. Je dois me faire pousser une colonne vertébrale en ce qui concerne la famille de Mélanie. Papa me le disait, mais je n'écoutais pas. Ton père était sage sur beaucoup de choses. Il l'était. Julien s'éclaircit la gorge. Écoute, maman. Quand tu rentreras, j'aimerais qu'on dîne juste tous les deux. Il y a beaucoup de choses dont je veux parler. Beaucoup de choses pour lesquelles je dois m'excuser correctement. Éléonore sentit une lueur d'espoir. J'aimerais beaucoup ça. Super. Et maman, je suis content que tu passes un bon Noël. Tu le mérites. Après s'être dit au revoir, Éléonore resta assise tranquillement un moment, absorbant le cadeau inattendu des excuses et de l'introspection de son fils. Ce n'était pas une résolution complète de leurs problèmes, mais c'était un début, une fissure dans le mur de distance qui s'était érigée entre eux depuis la mort d'Henri. Le cœur plus léger, elle rejoignit Marguerite et Béatrice pour aider à préparer leur dîner sur la plage. La journée s'avérait être un Noël comme elle n'en avait jamais connu, et pourtant, d'une certaine manière, plus significatif qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le dîner sur la plage au coucher du soleil dépassa toutes les attentes d'Éléonore. Béatrice avait en effet installé une vraie table sur le sable, avec une nappe blanche, de la porcelaine fine et des bougies protégées du vent par des photophores en verre. Un petit palmier en pot décoré d'ornements en coquillage servait d'arbre de Noël non conventionnel. Le menu mêlait les traditions de la Côte d'Azur et de l'Auvergne. Des fruits de mer frais, locaux, aux côtés des versions de Béatrice, de la compotée d'Érelle et de la farce au marron d'Éléonore. Une bouteille de champagne rafraîchissait dans un seau à glace, prête à trinquer au coucher du soleil. « C'est absolument magique !» dit Éléonore en prenant place. La mer Méditerranée s'étalait devant elle, dans des teintes d'or et de rose, alors que le soleil entamait sa descente. Je n'ai jamais rien vécu de tel. C'est la beauté des nouvelles traditions, dit Béatrice en levant sa coupe de champagne. Elle nous rappelle que la vie peut toujours nous surprendre avec de nouvelles joies, quel que soit notre âge. Aux nouvelles traditions, fit écho Marguerite en levant sa coupe.
et à Éléonore pour avoir eu le courage de se libérer et de trouver son propre chemin. Éléonore sentit une rougeur monter à ses joues. Je ne pense pas que s'enfuir sur la côte d'Azur puisse être qualifié de courage. « Tu plaisantes » s'exclama Béatrice. À 67 ans, laisser derrière soi tout ce qui est familier pour s'affirmer, c'est la définition même du courage, à mon avis. Ce n'était pas une rupture permanente, précisa Éléonore. Je rentre dans 2 jours. Marguerite et Béatrice échangèrent un regard. Mais rentrer à quoi, au juste ? Demanda prudemment Marguerite. Au même schéma, aux mêmes attentes ? Éléonore réfléchit à la question en regardant le soleil toucher l'horizon, embrasant l'eau de couleur. Non, dit-elle finalement. Pas au même. Julien a appelé tout à l'heure et nous avons eu une vraie conversation, la première depuis longtemps. Il s'est excusé. Il a dit qu'il voulait qu'on parle à mon retour. C'est merveilleux, dit sincèrement Béatrice. Une sorte de miracle de Noël. C'est ce que je ressens, admit Éléonore. Mais même avec ce pont en cours de reconstruction, je sais que les choses doivent changer. Je ne peux pas redevenir le système de soutien de tout le monde sans rien pour moi. Alors, que feras-tu différemment ? Insista doucement Marguerite. Éléonore prit une gorgée de champagne, réfléchissant. Pour commencer, je vais être plus honnête sur mes limites. Fini d'accepter des tâches impossibles par culpabilité ou par obligation. Bon début, approuva Béatrice d'un signe de tête. Et je vais prendre plus de temps pour mes propres centres d'intérêt. J'adorais l'aquarelle, mais je n'ai pas touché à mon matériel depuis que Henri est tombé malade. Éléonore fit un geste vers le magnifique coucher de soleil devant elle. J'aimerais essayer de capturer ça un jour. Et ta situation de logement ? Demanda prudemment Marguerite. Cette grande maison, tous ces hivers en Auvergne ? Éléonore regarda un goéland plongé dans les eaux dorées. Je ne sais pas encore. Cette maison contient 42 ans de souvenirs avec Henri. L'idée de la quitter est compliquée. Les souvenirs ne vivent pas dans les murs, Éléonore, dit doucement Béatrice. Ils vivent ici. Elle tapota sa poitrine. Croisant quelqu'un qui a déménagé une 12aine de fois dans sa vie. La maison est portable quand on sait qui on est. Alors que le soleil glissait sous l'horizon dans un dernier éclat de gloire, Éléonore sentit quelque chose bouger en elle. La première acceptation timide que sa vie pouvait avoir un second chapitre, un chapitre qu'elle écrirait elle-même plutôt que de le laisser dicter par les besoins et les attentes des autres. L'assiette de Noël qu'elle avait apportée de l'Auvergne était posée à sa place, contenant maintenant une tranche de tarte au citron plutôt que du chapon et de la farce. D'une certaine manière, ce petit détail semblait encapsuler tout ce qui concernait cette journée transformative. La tradition honorée, mais réinventée, le familier rendu nouveau. Le reste du séjour d'Éléonore sur la côte d'Azur passa dans un tourbillon de promenades sur la plage, de conversations tranquilles et de moments de réflexion silencieuse. Chaque jour apportait de nouveaux petits plaisirs, ramasser des coquillages à l'aube, regarder les dauphins depuis la terrasse, s'endormir au rythme des vagues plutôt qu'au tic-tac de l'horloge grand-père qui avait dominé sa chambre en Auvergne pendant 4 décennies. Lors de sa dernière soirée, Éléonore s'assit avec Marguerite sur la plage éclairée par la lune. Les 2 femmes étaient enveloppées dans des couvertures légères contre la douce brise du soir. « Je ne sais pas comment te remercier », dit Éléonore en regardant le chemin argenté que la lune traçait sur l'eau sombre. Ce voyage a été transformateur. Marguerite sourit. Tu n'as pas besoin de me remercier. Te voir te redécouvrir a été un remerciement suffisant. J'ai l'impression d'avoir été somnambule ces 3 dernières années, admit Éléonore. Depuis la mort d'Henri, je me contentais de faire les choses machinalement.
d'essayer d'être utile à Julien, d'essayer de combler le vide. Le deuil nous fait ça, acquiesça Marguerite. Il rétrécit notre vision jusqu'à ce que nous ne puissions voir que ce que nous avons perdu, pas ce qui pourrait encore être trouvé. Henri n'aurait pas voulu ça pour moi. Il me poussait toujours à essayer de nouvelles choses, à vivre des aventures. Éléonore soupira. J'étais généralement la plus prudente, préférant le familier. Eh bien, tu as certainement brisé ce schéma, gloussa Marguerite. T'enfuir sur la côte d'Azur à Noël? Quelle aventure pour la prudente Éléonore Moreau! Éléonore rit doucement. Ça a l'air ridicule quand on le dit comme ça. Pas ridicule, courageux. Marguerite se tourna pour faire face à son amie. Alors, que se passe-t-il ensuite, Éléonore? Quand tu retourneras en Auvergne demain, qu'est-ce qui changera? C'était la question qu'Éléonore avait méditée tout au long de son séjour. D'abord, j'ai ce dîner avec Julien. Une vraie conversation sur les attentes et les limites à l'avenir. Et Mélanie? Ça, c'est plus compliqué. Elle ne m'a pas contactée une seule fois pendant mon séjour ici, ce qui en dit long. Certaines relations ne peuvent être que gérées, pas réparées, observa Marguerite. Je commence à l'accepter, convint Éléonore. Mais je peux changer la façon dont je réponds à ses demandes et à ses manipulations. Fini de me laisser culpabiliser pour des situations impossibles. Et au-delà des problèmes familiaux immédiats, insista Marguerite, qu'en est-il d'Éléonore elle-même? Éléonore resta silencieuse un moment, regardant les vagues douces caresser le rivage. Je vais prendre un cours d'aquarelle au centre culturel. J'en ai trouvé un qui commence en janvier. Merveilleux. Et... Éléonore hésita, puis continua avec plus de conviction. Je vais parler à un agent immobilier. Pas pour vendre immédiatement, mais pour comprendre mes options. La maison est trop grande pour une seule personne, et les hivers deviennent de plus en plus difficiles chaque année. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent. La Côte d'Azur? Je ne sais pas pour la Côte d'Azur spécifiquement, sourit Éléonore. Mais quelque part de plus chaud, quelque part où je peux prendre un nouveau départ. Pas pour fuir les souvenirs, mais pour faire de la place à de nouveaux. Béatrice et moi serions ravis de t'avoir à proximité, dit Marguerite, essayant en vain de cacher son excitation. Mais où que tu atterrisses, l'important est que tu penses à ton propre avenir maintenant. Je le fais, réalisa Éléonore avec une certaine surprise. Pour la première fois depuis très, très longtemps, j'attends avec impatience ce qui va suivre. Elles s'assirent en silence, écoutant les vagues et regardant les étoiles. Demain apporterait le retour en Auvergne, à la neige, aux complications et aux conversations difficiles. Mais Éléonore reviendrait en tant que femme différente de celle qui avait fui, non plus seulement une mère, non plus seulement une veuve, mais Éléonore Moreau, une femme avec son propre chemin à tracer. Le vol de retour vers l'Auvergne le lendemain ramena Éléonore à son point de départ, descendant à travers les nuages gris dans le paysage enneigé de Clermont-Ferrand. Marguerite l'avait accompagnée à l'aéroport de Nice avec une étreinte chaleureuse et une promesse. Ce n'est pas un au revoir, c'est juste un entracte. Alors que le taxi approchait de sa maison, Éléonore ressentit un curieux mélange de familiarité et d'étrangeté, comme si elle voyait sa maison avec un nouveau regard. La couronne de Noël était toujours accrochée à la porte d'entrée. Les lumières que Julien l'avait aidée à installer le long des avant-toits scintillaient dans l'obscurité précoce de la soirée, et une fumée s'échappait de manière invitante de la cheminée. De la fumée de la cheminée? Éléonore fronça les sourcils, momentanément inquiète que quelque chose n'aille pas, jusqu'à ce qu'elle remarque la voiture de Julien dans l'allée. Il devait être venu pour l'accueillir, peut-être même avait-il allumé un feu dans la cheminée pour réchauffer la maison pour son arrivée.
Le chauffeur de taxi l'aida avec sa valise, et Éléonore s'approcha de sa porte d'entrée avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Avant qu'elle ne puisse insérer sa clé, la porte s'ouvrit pour révéler Julien, habillé de manière décontractée, en jean et pull, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait vu depuis des années. « Bienvenue à la maison, maman », dit-il en s'avançant pour l'embrasser. L'étreinte était sincère et prolongée, rappelant le garçon affectueux qu'il avait été, plutôt que l'homme distrait qu'il était devenu. « C'est une belle surprise », dit Éléonore en entrant dans la maison, remarquant immédiatement l'arôme délicieux qui flottait dans l'air. « Tu cuisines ?»« J'essaie », admit Julien avec un sourire autodérisoire. « J'ai trouvé une recette du fameux bœuf bourguignon de papa. Mais je suis presque sûre que je m'y prends mal. Ça n'a pas tout à fait l'odeur dont je me souviens. » Éléonore fut touchée au-delà des mots. Le bœuf bourguignon d'Henri avait été un favori de la famille, un plat qu'il s'était enorgueilli de perfectionner pendant des décennies. Que Julien tente de le recréer pour son retour en disait long. « Laisse-moi poser mon sac et je viendrai t'aider, » offrit-elle en se dirigeant vers les escaliers. « En fait, je pensais qu'on pourrait manger dans la salle à manger, » dit Julien, l'air soudainement nerveux. « J'ai déjà mis la table. » Curieuse, Éléonore le suivit dans la salle à manger formelle, un espace qu'elle utilisait rarement depuis le décès d'Henri. Ce qu'elle y vit lui arracha des larmes. La table était magnifiquement dressée pour deux, avec la nappe préférée d'Henri, l'argenterie de fête et, le plus touchant de tout, deux des assiettes de Noël, soigneusement positionnées à chaque place. « J'espère que ça ne te dérange pas que je les ai utilisées ?» dit Julien avec incertitude. « Je sais à quel point elles sont spéciales pour toi. »« C'est plus que bien, » l'assura Éléonore, retenant ses larmes. « C'est parfait. » Alors qu'il s'asseyait pour déguster le bœuf bourguignon légèrement imparfait, Julien avait eu la main lourde sur le thym, et Éléonore s'émerveilla du voyage circulaire de la semaine écoulée. D'un sentiment de dévalorisation et d'invisibilité, elle se retrouvait assise en face de son fils, vraiment vue, peut-être pour la première fois depuis la mort d'Henri. « Je pensais ce que j'ai dit à Noël », lui dit Julien pendant qu'il mangeait. « J'ai été un fils terrible ces dernières années. Après la mort de papa, je n'arrivais pas à supporter de te voir si triste. Alors je me suis jetée dans le travail, dans ma relation avec Mélanie. C'était plus facile que d'affronter le deuil. Nous gérons tous les choses à notre manière, » dit doucement Éléonore. « Je comprends ça maintenant. » « Mais comprendre ne rend pas la chose juste, » insista Julien. « Tu méritais mieux de ma part. » Papa aurait attendu mieux. Éléonore tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Ton père n'a jamais été du genre à s'attarder sur les erreurs. Il croyait qu'il fallait en tirer des leçons et aller de l'avant. C'est ce que je veux faire, dit Julien avec ferveur. Aller de l'avant. Être un meilleur fils. Mais j'ai besoin de savoir ce dont tu as besoin de ma part, maman. Ce dont tu as vraiment besoin. Pas ce que tu penses devoir dire pour que je me sente mieux. La question était une invitation à une conversation honnête qu'ils auraient dû avoir des années plus tôt. Éléonore prit une profonde inspiration et parla avec son cœur. J'ai besoin d'être vue comme une personne, Julien, pas seulement comme ta mère. J'ai besoin que tu comprennes que j'ai des limites, que je vieillis, que parfois j'ai besoin d'aide plutôt que d'être toujours celle qui la fournit. Elle serra sa main. Mais surtout, j'ai besoin de temps avec toi, du vrai temps, pas seulement des visites précipitées ou des appels pendant que tu conduis au travail. Julien hocha la tête solennellement. Je peux le faire. Je veux le faire. Et je dois faire quelques changements dans ma propre vie, continua Éléonore, décidant de partager ses plans émergents. Cette maison est trop grande pour moi maintenant. Les hivers sont de plus en plus difficiles. Je pense qu'il est peut-être temps d'envisager d'autres options. Julien parut surpris, mais pas choqué.
Comme la Côte d'Azur, Marguerite a mentionné que sa sœur avait un appartement là-bas. Peut-être la Côte d'Azur, peut-être ailleurs. Je ne sais pas encore. Mais quelque part où je peux prendre un nouveau départ. Peut-être découvrir de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles facettes de moi-même. Au lieu de la résistance à laquelle elle s'était à moitié attendue, Julien parut pensif. Papa a toujours dit que tu avais une âme d'artiste qui n'avait jamais été assez nourrie. Il serait ravi de te voir explorer ce côté de toi. Il a dit ça, n'est-ce pas? Sourit Éléonore au souvenir. J'avais oublié. Il m'a dit une fois que son plus grand regret était de ne pas t'avoir emmené à Paris comme il l'avait promis quand vous veniez de vous marier. Il disait que tu rêvais de peindre au bord de la Seine. Éléonore ressentit une douleur douce amère. Nous pensions toujours qu'il y aurait du temps plus tard, quand tu serais grand, quand l'hypothèque serait payée, et puis son cœur. Il n'est pas trop tard pour Paris, maman, dit doucement Julien. Ni pour la peinture, ni pour tout ce que tu as mis de côté toutes ces années? La simple vérité de sa déclaration flotta dans l'air entre eux. Une reconnaissance que la vie d'Éléonore se déroulait encore, toujours pleine de possibilités, malgré la perte et malgré l'âge. Et Mélanie? Demanda finalement Éléonore, abordant le sujet délicat. Elle ne m'a pas contactée une seule fois depuis que je suis partie. Julien soupira, baissant les yeux sur son assiette. Mélanie et moi, nous avons fait le point depuis le réveillon de Noël. La fête a été un succès professionnel, mais elle a mis en évidence des différences fondamentales dans nos valeurs. Elle était furieuse de ta lettre, non pas parce que tu es partie, mais parce que tu l'as mise face à ses agissements. Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous, dit Éléonore, inquiète. Tu ne l'as pas fait. Au contraire, tu nous as tendu un miroir qui nous a montré des vérités inconfortables. Julien la regarda droit dans les yeux. Mélanie vient d'une famille où le statut et les apparences comptent plus que tout. Je le savais quand je l'ai épousée, mais je n'avais pas pleinement compris comment cela affecterait notre vie ensemble, ou comment cela impacterait ma relation avec toi. Ces choses sont compliquées, offrit Éléonore, ne voulant pas dire du mal de sa belle-fille malgré tout. Elles le sont, convint Julien. Mais elles sont aussi clarifiantes. Regardez la réaction de Mélanie à ton absence, la colère, l'accent mis sur l'image que cela lui donnait, plutôt que sur la raison pour laquelle tu as senti que tu devais partir, m'a fait réaliser à quel point je me suis éloignée des valeurs avec lesquelles papa et toi m'avez élevée. Éléonore ne savait pas comment répondre à cette évaluation franche, alors elle se contenta d'écouter. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à Mélanie et à moi, continua Julien. Mais je sais que je veux une meilleure relation avec toi, quoi qu'il arrive. Et je veux soutenir tes choix. Que cela signifie déménager sur la Côte d'Azur, te mettre à la peinture, ou toute autre chose qui t'apporte de la joie. Les larmes montèrent aux yeux d'Éléonore. C'est le plus grand cadeau que tu puisses me faire, Julien. Ta compréhension et ton soutien. Ils finirent leur repas en parlant de sujets plus légers. Les projets de travail de Julien qui l'excitaient vraiment, les aventures d'Éléonore sur la Côte d'Azur, des souvenirs partagés des fêtes passées avec Henri. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de consultation de téléphone, pas de regard pressé aux montres, juste une conversation présente et attentive. Alors qu'ils débarrassaient la table ensemble, un autre changement petit, mais significatif, Éléonore lava soigneusement les assiettes de Noël à la main. « Tu sais, dit-elle en tenant une à la lumière, ton père disait toujours que ces assiettes n'étaient mises pas seulement pour Noël, il les a achetées pour notre anniversaire, parce qu'il croyait que chaque jour avait le potentiel d'être spécial, si nous choisissions de le voir ainsi. » Julien sourit, prenant l'assiette de ses mains pour la sécher. Il avait raison sur ce point, comme sur la plupart des choses. Je pense, dit pensivement Éléonore, qu'à partir de maintenant, j'utiliserai ces assiettes chaque fois qu'il y aura quelque chose à célébrer, grand
ou petits. Fini de les garder pour une fois par an. Je pense que papa approuverait, acquiesça Julien. Après que la cuisine fut propre, ils passèrent au salon où Julien avait entretenu le feu. Assis côte à côte sur le canapé, regardant les flammes danser, Éléonore sentit un sentiment de paix s'installer en elle. « Je t'ai ramené quelque chose de la Côte d'Azur, » dit-elle en fouillant dans son sac à main. Elle sortit le dollar des sables que Marguerite avait trouvé lors de leur promenade du réveillon. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un rappel que la beauté peut être trouvée dans des endroits inattendus. Julien accepta le trésor délicat avec des mains prudentes. « C'est parfait, maman. » « Merci. » Il hésita, puis ajouta « J'ai quelque chose pour toi aussi. » Il sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Éléonore. À l'intérieur se trouvait un bon cadeau pour une série de cours d'aquarelle avancés à l'école des beaux-arts de Clermont-Ferrand. « Comment as-tu su ?» demanda Éléonore, étonnée. « J'ai trouvé ton ancien matériel dans le grenier quand je cherchais les décorations de Noël cette année. Les pinceaux, les peintures à moitié utilisées, le bloc avec quelques beaux débuts. » Il haussa les épaules. C'était comme si quelque chose que tu aimais avait été mis de côté en cours de route. Éléonore fut profondément touchée par cette preuve que son fils l'avait vue, vraiment vue comme plus que sa mère, mais comme une femme avec ses propres passions et centres d'intérêt. « Merci, Julien. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Alors que la soirée touchait à sa fin et que Julien se préparait à partir, il serra de nouveau Éléonore dans ses bras à la porte. « Je pensais tout ce que j'ai dit ce soir, maman. Les choses vont être différentes à partir de maintenant. »« Je te crois, » dit Éléonore, et elle fut surprise de réaliser qu'elle le croyait vraiment. Après son départ, Éléonore se déplaça dans sa maison avec un curieux sentiment de détachement. Les pièces qui avaient semblé si pleines de la présence d'Henri, puis si vides après sa mort, semblaient maintenant être un chapitre qui se fermait doucement, non pas avec chagrin ou regret, mais avec reconnaissance pour ce qui avait été et anticipation pour ce qui pourrait encore être. Elle sortit les assiettes de Noël restantes du vaisselier et les disposa sur la table de la salle à manger. Non plus des artefacts précieux à protéger, mais de beaux objets destinés à être utilisés et appréciés. Demain, elle prendrait son petit déjeuner sur l'une, le lendemain, peut-être le déjeuner. Dans le calme de sa chambre, Éléonore défit sa valise, sortant soigneusement les trésors de la Côte d'Azur qu'elle avait collectés. Des coquillages, l'aquarelle du coucher de soleil, le chapeau de plage. Plutôt que de les ranger comme des souvenirs, elle les disposa sur sa commode, où elle les verrait tous les jours. Des rappels de possibilités, de courage, des joies inattendues qui pouvaient arriver même à 67 ans. Sur une impulsion, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur des locations à long terme à Nice, non pas pour un déménagement immédiat, mais comme une première étape dans l'exploration de ses options. Une graine plantée, attendant le bon moment pour pousser. Dehors, la neige recommença à tomber, saupoudrant le paysage auvergnat d'une nouvelle poudre blanche. Éléonore la regardait depuis sa fenêtre, appréciant sa beauté tout en s'autorisant à imaginer des brises marines chaudes. « Je crois que j'apprends enfin, Henri, » murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. « J'apprends que prendre soin de mon cœur ne signifie pas trahir celui de quelqu'un d'autre. Cela signifie juste faire de la place pour mon propre bonheur à côté du leur. » Elle pouvait presque entendre sa réponse, chaleureuse et encourageante comme elle l'avait toujours été. « C'est ma fille, Éléonore. Mieux vaut tard que jamais. » En se préparant pour la nuit, Éléonore réfléchit au voyage qui avait commencé avec ses plans de Noël brisés. Un voyage qui l'avait mené de l'Auvergne à la Côte d'Azur et retour. Mais plus important encore, d'une femme définie uniquement par ses relations aux autres,
à une femme qui commençait à se définir elle-même. Les assiettes de Noël n'avaient finalement pas été brisées, juste utilisées de manière nouvelle et inattendue. Une portant des coquillages sur la Côte d'Azur, 2 accueillant un dîner de réconciliation en Auvergne, les autres attendant de célébrer des jours ordinaires rendus spéciaux simplement par la décision de les voir ainsi. Comme les assiettes, Éléonore elle-même n'avait pas été brisée par le chagrin ou la négligence, elle attendait simplement un nouveau but, une nouvelle façon d'être au monde. À 67 ans, son histoire ne se terminait pas avec la mort d'Henri ou le mariage de Julien, ni même avec sa rébellion de Noël. Elle ne faisait, peut-être, que commencer. 6 mois plus tard, Éléonore se tenait sur un petit balcon surplombant la mer Méditerranée, regardant un autre magnifique coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. L'appartement qu'elle avait loué pour 3 mois était modeste mais parfait, proche de la plage, à distance de marche des magasins et des restaurants, et surtout, rempli de lumière, idéal pour peindre. Son chevalet se trouvait dans un coin du salon, entouré de toiles à divers stades d'achèvement. Le cours d'aquarelle que Julien lui avait offert avait ravivé une passion qu'elle avait presque oubliée, et elle s'était découvert un talent particulier pour capturer les humeurs changeantes de la mer et du ciel. La maison en Auvergne n'était pas encore vendue. Éléonore avait décidé de prendre son temps pour cette transition, passant les étés en Auvergne et les hivers sur la Côte d'Azur, le temps de déterminer où elle voulait finalement s'installer. Julien avait entièrement soutenu sa décision, l'aidant même à trouver la location à Nice et prenant l'avion pour l'aider à s'installer. Les choses entre Julien et Mélanie restaient compliquées. Ils suivaient une thérapie de couple, essayant de combler les écarts importants dans leurs valeurs et leurs attentes. Éléonore maintenait une distance polie vis-à-vis de leurs problèmes conjugaux, disponible pour écouter quand Julien avait besoin de parler, mais veillant à ne pas s'immiscer ou prendre parti. Sa relation avec son fils, cependant, avait été transformée. Ils se parlaient au moins 2 fois par semaine, avaient des appels vidéo réguliers où il demandait à voir ses dernières peintures, et il avait déjà réservé un vol pour lui rendre visite en août, avec ou sans Mélanie. Une notification sonna sur son téléphone, un SMS de Marguerite qui rendait de nouveau visite à sa sœur et voulait la voir pour dîner le lendemain soir. Éléonore répondit par un oui enthousiaste, reconnaissante de l'amitié qui lui avait donné le courage de réimaginer sa vie. En se tournant pour rentrer, Éléonore aperçut l'assiette de Noël exposée sur sa petite table à manger. Elle les avait toutes apportées sur la Côte d'Azur cette fois, les utilisant régulièrement pour tout, du petit déjeuner au dîner, avec son cercle grandissant de nouveaux amis. Ce soir-là, l'assiette contenait un coquillage qu'elle avait trouvé ce matin-là. Une spirale parfaite qui semblait incarner le voyage qu'elle avait entrepris. Partant d'un petit centre serré, il s'élargissait en courbe de plus en plus large, devenant plus expansif à chaque tour. « Tout comme la vie, Henri !» dit-elle doucement au coucher du soleil. Elle continue de s'étendre en spirale, tant que nous sommes assez courageux pour la laisser faire. Il n'y eut pas de réponse audible, bien sûr, mais Éléonore n'en avait pas besoin. Elle savait au fond de son cœur qu'Henri approuverait la femme qu'elle devenait, non pas malgré son âge, mais grâce à lui, portant la sagesse de ses années, tout en embrassant les possibilités qui s'offraient encore à elle. Éléonore Moreau, mère, veuve, artiste, et enfin, le plus important, elle-même, se tourna vers son chevalet, prit un pinceau et commença à peindre le glorieux coucher de soleil avant qu'il ne s'estompe, capturant le moment où un jour se terminait et la promesse d'un autre attendait juste sous l'horizon.